Une fois n'est pas coutume, dans Lady vous écoute, nous parlons des femmes d'une toute autre manière. Nous parlons de mode, mais nous ne parlons pas chiffon. Nous parlons de culture, de tradition aussi. Nous parlons aussi de modernisme. J'en ai perdu mon bantou. Merci de rester avec nous. 26 minutes d'émission pour écouter nos deux invités du jour. Ensemble, nous allons les recevoir. Roulement de tambour, parce que Hind, je vous attendais depuis fort longtemps sur ce plateau. Hind Joudar, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue. Vous êtes la présidente de la Route de la Soie. Vous êtes aussi la présidente, l'organisatrice de l'Oriental Fashion Show. Exact. Et puis, vous avez une troisième association d'ailleurs. Ça, c'est un autre engagement. Un autre engagement. Bon, alors, on garde l'autre engagement pour une autre émission dans Lady vous écoute. Et avec nous sur le plateau, elle est revenue, elle était là déjà. C'était pour parler de peinture, plasticienne de son état, ce que nous ne vous avions pas dit. Nous vous le livrons aujourd'hui. C'est sur le registre de la mode. Bonjour, Nadège Pauline. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous parlons de mode, nous parlons de culture. Vous connaissiez la mode orientale? Oui, un tout petit peu. Je ne connais pas très bien l'histoire, mais j'ai eu à défiler avec des designers orientaux, aux États-Unis. Donc, alors, nous allons découvrir tout cela. Hind, qu'est-ce qui vous donne envie de faire un livre, en plus de tout ce que j'ai dit, car on l'a en photo cet ouvrage, Les merveilles du caftan. Par où est-ce que cela a commencé? Par le livre ou par l'Oriental Fashion Show? C'est arrivé par une histoire tout simplement. Je suis tombée dedans, c'est pas ma vocation initialement. Et je n'osais même pas le dire avant, mais je vous laisse le soin de l'amener. On y va. Donc, je suis arrivée au caftan, je ne dis pas grâce ou à cause d'une histoire personnelle. Une histoire de femme. Voilà, une histoire de femme, une histoire de famille aussi. Oui. Parce que j'ai des origines multiples et c'est à travers ce livre que j'ai compris la richesse de mes origines et il m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Avant ce livre, avant le défilé sur la mode orientale, quelle relation, quel regard portiez-vous sur ces vêtements qu'on aura l'occasion de voir tout à l'heure dans la vidéo? Alors, pour moi, le caftan était plutôt un vêtement qui relevait de l'histoire. En fait, pour moi, c'était plus un vêtement de ma grand-mère que celui d'une jeune fille de maintenant. Donc, je ne m'y intéressais absolument pas. J'étais vraiment tournée sur la modernité. Et pour moi, la modernité, c'était se couper un petit peu du passé. C'est ce qui était une erreur, mais les événements de la vie font qu'à un moment donné, la vie vous rappelle que votre passé ou le futur... Que votre futur est dans votre passé. Un peu comme ça. Mais voilà, donc... à un moment donné, j'avais eu envie d'écrire sur mes origines. Mais il y a eu un événement qui a fait basculer les choses. Et vous pouvez tout dire si vous le voulez. Il n'y a pas de langue de bois dans les livres. C'est une histoire que j'ai beaucoup racontée. Le temps est passé. C'était un décès qu'il y a eu dans ma famille. Et je voulais rendre hommage à ma sœur qui était décédée. Et je voulais lui rendre hommage parce qu'elle aimait les caftans. J'ai dit pour faire en même temps mon deuil et rendre hommage à ma sœur, je vais faire un défilé de caftans. Parce qu'elle voulait, son rêve c'était de voir le caftan à Paris. Donc je voulais vraiment lui rendre hommage. Mais bon, pour moi c'était un seul défilé et on n'en parle plus parce que j'avais une vie, j'avais un travail. Toujours. Quand on est avocate d'affaires, car c'est votre profession quand même. Oui. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et puis bon, une chose amène une autre. Et puis les rencontres, les échanges. Et c'est comme ça. Et après, je voulais comprendre vraiment c'est quoi le caftan. Parce que je le voyais tout le temps quand j'étais enfant. Je le voyais dans les mariages, les dames dans les maisons qui portaient tout le temps des caftans. Ce qu'on appelait plutôt une takshita. On n'appelait pas caftan réellement. Au Maroc, quand on parle de takshita, c'est une robe en 2 pièces que, par exemple, ma grand-mère portait avec une sorte de fibule, quelque chose qui est accroché derrière, ce qu'on appelle trmila en arabe. Je ne sais plus s'il y a un mot équivalent en français. On va le garder en arabe, donc c'est quand même plus authentique. Mais en tout cas, cette là pour qu'elle puisse faire le ménage et tout en étant élégante. Donc, elle oui, c'est pas parce qu'on est sous la poussière qu'on n'est pas jolie. Voilà. Donc, c'était très important pour... Donc, ces dames-là, c'était un petit peu les conservatrices de la tradition.
Mais pour moi, vraiment, ça allait s'arrêter à ma grand-mère. Ça n'allait pas se transmettre. Déjà, ma mère, elle était déjà dans l'ère de la modernité. Elle n'en portait que pour les mariages. Et bon, voilà, le caftan nous a montré que c'est sanguinaire. Exactement, que les choses ne se passent pas vraiment comme on veut. Merci d'avoir accepté de nous livrer cette tranche de votre vie, parce que derrière cet écran, dans leur canapé, il y a des personnes qui nous regardent, des hommes, des femmes. Et souvent, la vie de femmes fait qu'elles vont être au-delà de ce qu'elles avaient pensé. Elles vont puiser dans les situations, les difficultés parfois, pour se projeter, pour se transformer, se métamorphoser. Et c'était cela l'intérêt aussi d'avoir plaisir à écouter ce que vous nous disiez, parce que ça n'est pas juste un défilé, ça n'est pas juste de la mode. Alors, nous aurons des images tout à l'heure de cela, mais il y a un rendez-vous d'ailleurs, je ne voudrais pas manquer de commencer par l'annoncer, c'est au mois de juillet, donc se tient... Le 7 juillet se tient un défilé, l'Oriental Fashion Show. Alors que l'on voit à l'affiche défilé haute couture orientale durant la semaine de la mode parisienne. À partir de 15h30, ce sera à l'hôtel Four Seasons, Georges V Paris, 31 avenue Georges V, dans le 8e. Tout le monde a l'information. Madame, monsieur, viendez. On voudrait pouvoir vous y voir et peut-être aurez-vous le loisir de poser une question à nos invités du jour, parce qu'elles seront là. Elles seront débordées. Entre tradition et modernité, entre modernité et modernité, deux autres regards. Je voudrais que l'on parle de défilé. Nous avons le plaisir de vous recevoir, Pauline, une deuxième fois. Comment devient-on mannequin? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un rêve de petite fille, on est dans son berceau de bébé et on sait qu'on sera mannequin un jour aux États-Unis? Ben, mon histoire a commencé déjà, je suis d'origine camerounaise. Oui. Au Cameroun, j'ai été élue Miss... Voilà, après cette élection, ça m'a ouvert les portes. Étant au Cameroun, j'ai fait une agence de mannequinat et voilà, la vie m'a amenée aux États-Unis. Arrivée aux États-Unis, déjà j'étais là-bas avec mon mari et mon fils, donc je m'étais dit j'arrête. Mais quand mon fils a été diagnostiqué autiste, donc je me suis dit je ne vais pas m'enfermer. Juste à m'occuper de mon fils, il faut que je puise une énergie. Et on voit l'énergie voilà. Là dans la photo rouge. Là. Quelle énergie hein. Pardon si je vous coupe, mais je regarde. Alors donc, voilà. J'ai eu à rencontrer des gens superbes qui m'ont poussée à reprendre dans la mode. Et tous ces gens qui m'entouraient, les designers, j'ai fait des contacts. Je me suis fait des contacts et... Vraiment, c'était une sorte de confiance entre ces stylistes et d'autres mannequins. Je faisais déjà presque partie de la famille de certains stylistes et photographes, donc je me suis bien fait mon réseau. Et aussi aux États-Unis, quand on fait de la mode, quand on fonce, il y a beaucoup de contacts et ça m'a permis vraiment d'aller un peu plus loin et cette énergie me permettait aussi de m'occuper de mon fils. Donc, je pense que c'est ça qui m'a... C'est ça qui vous a poussé. Exact, c'est ça qui m'a beaucoup poussé. Car nous, quand nous parlons de mode, la mode, comment nous la voyons venir en tant que femme? On voit de beaux vêtements, on regarde les journaux, on regarde dans les programmes télé et on voit que les vêtements sont portés par des mannequins. Alors, comment est-ce que vous procédez? Vous êtes sur le vêtement et puis c'est d'autres personnes qui s'occupent de ces mannequins. Est-ce que vous prolongez la recherche, l'intention, jusque dans ce qui n'est pas un détail finalement, parce que c'est ceux qui portent le vêtement qui lui donnent aussi une certaine envergure. Oui, contrairement à ce qu'on pense, la mode, c'est pas toujours que ce qu'on voit. Alors, ce qu'on voit, c'est l'aboutissement d'un long travail. Donc, quand on voit un magazine, une photo, c'est qu'il y avait une équipe auparavant qui a travaillé. Et moi, ce qui me maintient dans ce milieu-là, c'est cette dynamique qui est créée autour de la mode et aussi la création d'emplois. Il y a énormément de choses. Et puis, un vêtement, c'est aussi des artisans qui y travaillent. Donc, il y a toute une économie qui se tisse grâce à la mode. Pour moi, avant, la mode, c'était quelque chose de superficiel, d'artificiel. Mais maintenant, j'ai changé d'avis tellement il y a du sérieux et de la rigueur. Il y a de la création. Et je respecte énormément ça parce que...
je pense que la majorité des gens qui nous regardent pensent que la mode, c'est quelque chose de frivole. C'est pour ça que je disais, nous ne parlons pas chiffon. Absolument pas. C'est absolument pas ça. C'est une robe, quand elle arrive sur un podium ou devant une caméra ou une photo, il y a eu tout un cheminement auparavant. Il faut remonter à la source. Donc, c'est la création, c'est des tissus, c'est l'histoire des tissus, l'histoire des artisans, des petites mains, des ouvrières. Voilà, toutes ces petits métiers qui, ensemble, font la robe. En fait. Et au final, la robe, pour moi, c'est toujours une œuvre d'art. Je ne parle pas, bien sûr, de ce qui est industriel, je parle de ce qui est artisanal. Et c'est ce qui me maintient vraiment. Des fois, je me pose la question, parce que c'est dur de faire un défilé, c'est très dur, mais c'est un challenge à chaque fois. Et puis, c'est comme une petite entreprise qu'on monte à chaque saison, avec les règles d'une entreprise, un financement, un plan, c'est pas stratégie. Ce n'est pas que du divertissement, c'est une opération économique. Économique et puis stratégique aussi. Et culturelle. Et moi, ce qui me maintient et ce qui me fait tenir à l'Oriental Fashion Show, c'est tous ces éléments-là. Une occasion supplémentaire pour vous, madame, monsieur, de vous déplacer pour assister à ce rendez-vous. Quelque chose peut-être que vous n'aurez pas l'occasion de voir souvent, que vous n'avez pas eu l'occasion souvent de voir. Mais là, vous allez pouvoir toucher avec les yeux, parce que c'est délicat quand même, ces belles tenues. Je voudrais, Pauline, que l'on parle de votre métier, parce qu'on a entendu ce qu'elle nous dit, Hind. Quand on porte un vêtement, on ne fait pas que le porter finalement. Est-ce que vous vous sentez investi de toute cette lourde charge? Je suis là et je porte le travail de l'artisan, de l'ouvrière, de la petite main. Est-ce que comment ça se passe au-dedans de vous? Effectivement, déjà quand on porte la robe, il faut la respecter, parce que ce que vient de dire madame, c'est vraiment un long travail. Il y a tous ces ouvriers derrière. Et il faut choisir la bonne personne pour représenter ce que le créateur, parce qu'il a déjà son plan, il aimerait voir par exemple, sa création sur telle personne et comment la personne la porte, c'est très important pour lui. Alors, déjà, quand nous portons les vêtements des stylistes, nous respectons vraiment ces vêtements et il faut les porter comme le créateur aimerait que ce soit porté. Donc, c'est vraiment un travail, c'est pas seulement parce qu'on est mannequin, mais il faut qu'il y ait vraiment un lien entre le designer et le mannequin. Il faut de la confiance. Donc moi, j'ai eu à voir, par exemple, Marc Roscoe, c'est un designer qui est basé à Chicago et je me souviens qu'il a créé une robe spécialement pour moi parce qu'il s'est dit que, en fait, c'est pas que je me jette les fleurs, mais il avait beaucoup de respect pour moi et il avait vu que j'étais quelqu'un de confiance. Il savait que partout il pouvait aller, il pouvait m'appeler, il pouvait me faire confiance et porter son vêtement qu'il avait créé uniquement pour moi. Par rapport, par exemple, au dos, il avait créé exprès parce qu'il sait que, par exemple... C'est le vêtement à plumes? Exact, la robe à plumes qu'on a vue en photo oui, tout à voilà. l'heure, d'accord. On a pensé que vous aviez attrapé un poulet quelque part pour lui faire la peau. Tout. Ah non, pas du tout. C'est un vêtement qui a été réfléchi par son équipe. Le tissu a été travaillé, même ses plumes. Donc, c'est chaque matériel. C'est pas industriel, comme vous étiez en train de dire. C'est vraiment quelque chose de un travail artisanal, oui. Exact. Et ils font la sélection des mannequins pour voir exactement comment ça tombe sur le dos du mannequin. Donc... je pense que c'est... C'est une création de l'esprit, une robe. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit être respecté. Moi, en tout cas, pour ma part, je ressens les choses comme ça. Je ne suis pas dans ce monde juste pour le glamour et les paillettes. Glamour et les paillettes. Oui. Même si on a besoin, parce que on dit c'est ce que... méritent les robes. Il faut les mettre dans un bel écrin. Et c'est pour ça on choisit les meilleurs endroits à Paris pour présenter ces vêtements-là. Parce qu'il y a tellement de travail en amont, on ne peut pas présenter ces robes n'importe où. Et moi, parfois, je vois certains défilés commerciaux où on présente des choses magnifiques, mais d'une manière pas
très honorable pour ses vêtements. Et parfois pas pour les personnes qui les portent, pour les d'ailleurs. personnes qui les portent. Et puis, il y a un décalage. Et je trouve qu'il n'y a pas une osmose dans tout ça. Et ça me fait quelque chose. Mais bon, chacun voit les choses. Moi, je vois de cette manière parce que j'ai une histoire personnelle. Mais tout le monde ne voit pas les choses comme moi. Même si, parfois, il y a des gens qui s'inspirent de ce que je fais pour faire des petites choses. Oui, ça, c'est la rançon de la gloire. Hein. Quand je on ne a sais quelque pas chose si qui la fonctionne, gloire, moi, les je personnes ne pense copient. pas. Pour moi, je suis tellement dans le travail que je ne vois pas pas cela, au même reste. pas en vous rasant. Exactement. Donc, je ne pense pas. Pour moi, je veux présenter les choses de la meilleure manière possible. Je fais des efforts pour ça. Le reste ne m'importe pas. Donc, Alors, nous allons mettre un terme à la torture que nous infligeons à nos téléspectateurs depuis le début de cette émission. On en parle. Ils veulent le voir, l'Oriental Fashion Show. Alors, on regarde en images. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. Vous avez le droit de garder la bouche ouverte d'admiration. À tout de suite.
je trouve toujours ça très intéressant de réunir, de rassembler des talents divers et variés où chacun peut exposer son style. وجدت في عدة مصممين كل واحد ليه لاين كل واحد ليه ستايل فهذا التنوع خلى الأورينتال فاشن كتير ثري وكان كتير كلاس. D'une manière générale, j'ai été vraiment très étonnée, très séduite et ravie de participer à ce show. Je trouve que les robes vont très bien avec les chaussures que je dessine. J'en ai vu quelques-unes qui me plaisent beaucoup. C'était très beau, je suis ravie d'être là en tout cas. Et il y a une super équipe, une super ambiance et ça me fait toujours plaisir de découvrir de nouvelles choses. C'est un très joli show qui mérite de grandir encore davantage. Voilà, c'était une véritable promesse, madame, monsieur. Vous savez quoi faire au mois de juillet. Vous pouvez refermer la bouche, hein. L'admiration est passée. Vous pouvez même reprendre votre souffle. J'ai entre les mains Maroc d'exception, ce magazine qui est donc partenaire de l'Oriental Fashion Show. Vous aurez très certainement la présence du magazine pendant ce défilé. Nous allons rappeler la date pour ceux qui ont encore des étoiles dans les yeux. C'est donc au mois de juillet, le défilé, le 7 juillet. Pendant la Fashion Week parisienne. Pendant la Fashion Week parisienne à l'hôtel Georges V. Alors, Pauline, vos commentaires? J'ai trouvé ça magnifique, surtout le travail qui est fait sur le textile. C'est vraiment un travail de haut niveau. Et vraiment bravo pour les designers et l'organisatrice, quand même. Exactement, parce que c'est pas évident d'organiser. Je ne sais pas si je suis organisatrice. L'initiatrice, il faut bien que c'est comme on disait à l'école, qui a commencé. Oui, mais voilà, c'est vraiment, je ne suis ni organisatrice d'événements, ni spécialiste si vous voulez de bien la nous dire mode. ce que vous êtes et bien nous dire ce que vous n'êtes pas. Mais si, je vous parlais pendant la vidéo en disant, un jour... une marque, hein, on ne sait jamais. Vous l'avez dit au début de cette émission, rien ne vous laissait penser que vous feriez ce qu'on a vu. Et pourtant, dans 5 ans, on verra. On en reparlera. On verra. Alors, quand même, une mention particulière aussi on va faire une démarche un tout petit peu éducative. Quand on parle de mode, quand on parle de mannequins, il y a les étoiles dans les yeux de toutes les petites filles et même des moins petites. Un petit mot alors attention, parce que des fois, on peut se laisser porter et happer et se retrouver dans ce qu'on n'avait pas initialement choisi. Alors, la mode, c'est donc un véritable métier. C'est avec de véritables moyens, avec de véritables intentions, les plus nobles. Nous le disions, nous ne parlons pas que chiffon. Avez-vous un petit appel à lancer quand même, parce que... À lancer aux jeunes filles? Oui. Aux jeunes filles, déjà, je leur dis, il faut aller à l'école, bien travailler à l'école, oui. Se former, et le reste viendra par la suite. Donc, c'est vrai que ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'éphémère, et on n'a pas le temps d'imprégner ou de comprendre ce qu'il y a derrière. Mais je pense, je fais confiance à la jeunesse. Hein. Malgré tout, c'est des jeunes filles qui sont très intelligentes, brillantes. Et il faut juste leur laisser un champ pour pouvoir s'exprimer. Et je pense qu'elles intègrent en ce moment beaucoup de choses. Ça va trop vite, mais je pense que l'esprit va reprendre ses droits et elles vont aller de l'avant. Et je pense qu'elles vont comprendre ce qu'il y a derrière toute cette machine. Car c'est une machine, un système, mais il y a de véritables âmes de femmes. Les mannequins sont donc les femmes comme toutes les autres, des mamans, un bébé à laisser à la crèche, un enfant à aller accompagner chez le médecin et tout ça. Voilà, c'est ça. Parce que quand on voit les photos défiler, glamour et paillettes, on se dit quand je serai grande, je serai comme ça, alors que... Déjà, le mode, en fait, ça a évolué, les mannequins, c'est plus... juste comme auparavant où il fallait peut-être fallait commencer juste à 15 ans, 16 ans, après peut-être 22 ans, c'est fini. Non, c'est pas ça. De mon expérience aux États-Unis, je me souviens, il y avait des agences qui recrutaient les femmes de 50 ans, 60 ans pour certaines marques. Vous pouvez vous entraîner, mesdames. Donc, c'est pas seulement les jeunes filles, c'est tout le monde qui a la chance d'intégrer dans l'industrie de la mode. Donc, il faut pas, si on a envie de le faire, il faut essayer, il faut se lancer. Et comme vous étiez en train de dire tout à l'heure par rapport aux jeunes filles, il ne faut pas que ce soit juste un rêve. Il faut se former, justement, aller à l'école, parce que les deux vont de pair. Et parce qu'on ne le fait pas juste... En fait, on ne le fait pas toute sa vie. Hein. Il y a certaines catégories, il y a certaines femmes qui le font peut-être toute leur vie, qui ont réussi toute leur vie dans cette carrière. Et c'est aussi...
c'est pas facile comme métier, il faut se battre. Il y a beaucoup de choses sombres derrière. Il faut le dire, il n'y a pas de langue de bois. Ah oui, non, mais Je veux dire, pour percer, de toute façon, si on n'est pas forte, on se retrouve soit dans la drogue, l'alcool et après, on n'a plus envie de vivre. On fait des choses qu'on ne devrait peut-être pas faire. Donc, après, on voit la vie autrement. Il faut vraiment être forte. Il faut savoir ce qu'on veut dans ce monde et choisir les gens avec qui travailler. Donc, si vous voulez, c'est à vous de choisir la route que vous voulez choisir. Si vous voulez une bonne route, vous la choisissez. Mais c'est un métier qui n'est pas du tout facile. Et il faut avoir les pieds sur terre et surtout aller à l'école et continuer à se former, comme vous avez dit. C'est très important. Voilà. Ça donne les moyens de choisir plus tard, je pense. Voilà. Les pieds dans le sol, la tête sur les épaules, des étoiles dans les yeux si vous le voulez. Voilà de véritables expériences de femmes que nous voulions partager avec vous. À la faveur de l'actualité qui se profile donc au mois de juillet, nous voulons vous encourager à ne pas manquer ce rendez-vous. Vous aurez de très belles choses aussi à vivre. Vous ne savez pas de quoi sont faits vos lendemains, vous non plus. Nous voulons vous remercier toutes les deux en espérant que ce voyage entre Occident et Orient vous a donné envie, vous aussi, de vous projeter, qui sait. Merci Hind. Merci. À demain.